Oui, oui, pas par ta collègue, tout aussi gentil que toi. Il y a un téléphone là. Ah oui, ça finit en direct. Oui, tu l'avais mis là? Oui, juste là, là. Ah mince alors, Peut-être que quelqu'un a touché, mais c'est pas grave. Ouais, comme ça. Encore une minute, pas trop. Comment Bon, moi je propose qu'on commence. Il y a peut-être quelques personnes qui nous rejoindront. Pour deux. Qui se rassemble, ça c'est. Voilà, bonjour tout le monde. Au nom du comité genevois de campagne pour l'Union à Frontex, je vous souhaite la bienvenue. Je vous présenterai d'abord les intervenants rapidement à cette conférence de presse. Mon nom est Florio Tony, de Stop Exclusion. Je me limiterai un peu à introduire rapidement et à passer un peu la parole. Samson Yamane à ma droite, là, complétera. Il a été membre du comité national référendaire lors de la récolte des signatures et a coordonné cette campagne en Suisse romande. Lisa Mazzon, à ma gauche, qui parlera en Verts, Carlo Maruga. Je pense que je n'ai pas besoin de trop de les présenter, vous devez les connaître assez bien. Alexandre Mutter, qui est tout au fond, je ne te voyais pas, excusez-moi, qui parlera au nom d'un groupement de théologiens et du ministre d'Église, et présentera aussi Mohamed Nour Ahmad, qui témoignera, et qui sera un peu la personne qui pourra donner quelques détails sur son parcours, et conclura ses interventions Tobia Levli, qui présentera les premières activités du comité ces prochaines semaines et mois. Vous avez normalement reçu aussi un dossier de presse qui contient aussi le communiqué du comité qui dit par écrit en gros les quelques mots que je dirais oralement. Voilà. L'ordre un peu des interventions est légèrement modifié. On terminera plutôt par les activités concrètes du comité, par Tobia Levli. Voilà, en termes d'introduction, peut-être juste un mot qui sera sûrement complété par Samson. Le comité souhaite aussi rendre hommage aux organismes suisses, et notamment suisse allemand, dont on parlera rapidement, qui ont organisé et mené la campagne de récolte des signatures. C'est effectivement une démarche qui n'était pas gagnée d'avance, qui nous a quand même posé quelques soucis, mais grâce à l'engagement de ces collectifs, notamment de Berne et Zurich, passablement relayés en fin de course en Suisse romande,
Mais disons que je crois qu'il faut leur rendre vraiment un immense hommage d'avoir lancé et soutenu cette campagne qui nous permet aujourd'hui d'être devant une échéance de votation. Bon, le comité Genevois, comme peut-être il y en a d'autres en Suisse, je ne les connais pas personnellement, est déjà est amené à être composé par un large front d'organisations, de collectifs, d'associations. Donc vous avez aussi la liste dans le communiqué, dans le dossier de presse, et il mènera en campagne ces prochains mois. Vous avez aussi dans le dossier de presse les quelques initiatives déjà prévues avec date, lieu, intervenants. Voilà. Juste en quelques mots, bien que nous ne voterons pas le 15 mai sur l'agence en tant que telle, mais sur l'arrêté du Parlement sur l'augmentation de la contribution suisse, ben nous voulons faire de cette campagne une occasion qui est plus unique que rare de parler vraiment de ce que est Frontex. Parce que je crois qu'il y a un grand défaut d'information et cette campagne de votation sera l'occasion de mener un débat public le plus large possible, nous souhaitons, sur ce que est Frontex. Je pense qu'il n'y a pas besoin de vous le dire beaucoup. En lisant le dossier de presse, vous aurez énormément de témoignages. Frontex est vraiment le bras armé de la politique européenne en matière d'immigration, politique qui constitue vraiment une large démarche de constitution de barricades, de rejets violents, de bafouer les droits fondamentaux des personnes, en premier lieu celui de pouvoir déposer une demande d'asile dans le pays de son choix. Voilà, notre comité se battra contre cette teneur de Frontex, le montrera, il informera. Surtout aujourd'hui, malheureusement, le cas de l'exode des Ukrainiennes et des Ukrainiens montre que les gens sur le chemin de l'exil ont surtout besoin d'aide, de secours, d'accompagnement. Ils n'ont pas besoin d'une agence qui les refoule violemment. Voilà ce que est Frontex, qui mène en fait une véritable guerre contre les migrants. Au fond, le migrant est devenu l'ennemi de l'Europe. La personne à renvoyer et joue ce rôle avec les gardes-frontières, les gardes-côtes, de ériger ces murs, que ce soit en mer, que ce soit sur terre, notamment les derniers en Pologne et Biélorussie. Voilà, donc nous allons dire non à cette augmentation de crédit, mais par là, nous disons surtout non à cette agence, à cette politique, et surtout aussi à cette agence qui peut agir aujourd'hui sans aucun contrôle démocratique des États. Voilà, pour terminer, je dirais juste les dernières phrases de notre communiqué, comme ça on ne se répète pas trop. La gestion des frontières de l'espace Schengen engendre continuellement des violations des droits fondamentaux. Plutôt que de dépenser des millions pour sauver Frontex, nous exigeons de financer un accueil digne et humain de toutes les personnes migrantes en Suisse. En l'absence de voie légale pour entrer dans l'UE, puis sur le territoire suisse, les personnes en exil sont contraintes de contourner les contrôles douaniers et se mettent en danger. Plutôt que de soutenir une armée aux frontières, nous demandons des couloirs sécurisés d'accueil pour les personnes en exil par la mer comme par la terre. Frontex illustre une Europe militaire, brutale et répressive. Plutôt que cette réalité dégradante, nous réclamons une Europe ouverte, féministe et accueillante. Et c'est pour ça que nous prendrons le non pendant notre campagne pour la votation du 15 mai. Voilà, après quelques mots, je te passe la parole si tu veux compléter, surtout sur la campagne qui a eu lieu avant la récolte des signatures. Samson interviendra aussi un peu plus tard dans la conférence de presse au nom de son association. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, juste quelques mots. Donc, effectivement, au début lorsque le référendum a été lancé, il fallait récolter 50 000 signatures sur une période assez courte. C'est la règle, c'est comme ça. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas, on était assez inquiets parce qu'il n'y avait pas une forte mobilisation. Mais jusqu'à donc après les fêtes, donc dans différents cantons, il y a eu une très forte mobilisation de la part des citoyennes et citoyens. Donc on a réussi à récolter les 50 000 signatures demandées. Je crois qu'on était autour de 70 000, ce qui est vraiment une victoire.
Voilà, donc juste par rapport à ça, puis effectivement, compléter aussi, donc c'est vrai que le comité référendaire, ce qu'il reproche à cette agence, c'est qu'il y a un problème sur la question des droits humains. Donc cette agence, elle a été attaquée notamment par le Parlement de l'Union européenne sur le non-respect des droits humains. Si on fait référence à la Convention de 1951, qui met un accent fort donc, sur les demandes d'asile dans un territoire donné, et lorsque cette agence met tout un appareil politique de sécurisation, comme ça a été mentionné avant, pour pousser ces bateaux, pour les amener vers un État qui n'est pas du tout sûr, comme le cas de la Libye, donc ça pose tout un problème en fait, structurel autour de cette agence. Donc, je ne vais pas trop m'attarder. Le comité référendaire, donc il y a vraiment un problème structurel avec cette agence, c'est une agence qui est opaque. C'est pas évident d'obtenir des informations détaillées, en tout cas lorsqu'on demande à cette agence-là. Et en parallèle, on trouve incohérent que la Suisse, un État de droit qui défend les droits humains, subventionne directement ou bien indirectement une agence européenne qui s'est fait plusieurs fois comme attaquée par les institutions internationales et le Parlement de l'Union européenne. Merci. Voilà, merci à toi. Je te donnerai la parole plus tard. Voilà, la parole à toi, Lisa. Merci Florio. C'est au moins quelques 20 000 personnes qui sont mortes en Méditerranée ces 8 dernières années. Et ce qui gît au fond de la mer à côté de ces vies, ce sont nos valeurs et notre responsabilité historique. Comme ça a été dit, ce que fait l'agence Frontex en militarisant les frontières, elle criminalise la migration et elle se rend complice de ces drames. Pire, elle a procédé à des refoulements illégaux, on a parlé des pushbacks, et les preuves s'accumulent aussi pour montrer que l'agence, qui a des systèmes de surveillance aérienne pour repérer les embarcations en détresse, au lieu de livrer ces données aux bateaux en proximité pour venir en aide à ces embarcations, les livre aux gardes-côtes libyens. Vous le savez certainement, ces derniers interceptent les embarcations et renvoient des migrantes et des migrants dans cette horreur. Et des dizaines de milliers de migrantes et migrants chaque année retournent vers la Libye après avoir pris la mer et en Libye se retrouvent dans des situations qui sont qualifiées par la mission d'enquête de l'ONU qui dit qu'il y a des motifs raisonnables de penser qu'il s'agit de crimes contre l'humanité. On parle de meurtre, d'esclavage, de torture, d'emprisonnement, de viol, de disparition forcée. Crimes contre l'humanité, nos valeurs exigent d'y mettre fin et au nom des droits humains de sauver les personnes qui le subissent. Mais ce qui est extrêmement problématique dans la procédure d'asile, c'est que son cynisme fait que, si on veut, la première étape d'une procédure d'asile, c'est le chemin migratoire, la route migratoire. Sans ça, on ne peut pas exercer son droit d'asile garanti par les conventions internationales, puisque c'est seulement sur le territoire suisse qu'on peut faire valoir son droit d'asile. Avec la suppression de la possibilité de demander l'asile dans les ambassades, on a fait donc de cette route migratoire la première étape de notre droit d'asile, une route qui est éminemment dangereuse, au cours de laquelle les violences, notamment sexuelles, sont presque la norme, et au cours de laquelle on peut y laisser sa vie. Ce processus de sélection cruelle est qualifié par la majorité comme la façon d'éviter un appel d'air. Et cette position rend la Suisse complice de ces drames qui surviennent, et cette position consolide la forteresse Europe. Et la Suisse, dans son souhait de quadrupler sa contribution à l'agence Frontex, là encore, consolide, se rend complice de cette situation et consolide la forteresse Europe, qui est l'agence Frontex, pourtant actuellement sous le feu des critiques du Parlement européen. Ça a été dit tout à l'heure. Pour cette raison-là, d'ailleurs, une partie du budget a été suspendue. La Suisse doit assumer sa responsabilité historique et doit agir pour que la Méditerranée redevienne un lieu d'échange, de collaboration, plutôt qu'un cimetière. Elle doit le faire en créant des voies légales de migration. Alors j'en ai parlé tout à l'heure, justement de cette première étape de la procédure d'asile.
Il s'agit d'abord de réintroduire la possibilité de déposer une demande d'asile dans les ambassades et aussi d'élargir l'octroi des visas humanitaires. Comme on l'avait vu, et comme on en fait la triste expérience de nombreux Afghanes et de nombreux Afghans, le régime des visas humanitaires est non seulement un régime extrêmement fin, ces visas humanitaires sont distribués au compte-gouttes et dans un manque de transparence qui est problématique. Ces deux mesures permettent de donner aux réfugiés les moyens d'exercer leur droit d'asile. Et puis en plus de ces mesures-là, c'est important que la Suisse accueille un grand nombre de réfugiés par le biais des réinstallations du UNHCR, du Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU, et qu'elle assume sa responsabilité européenne en tant que pays prospère et en accueillant davantage de migrantes et migrants qui arrivent dans les pays limitrophes, comme en Grèce et en Italie, en prenant également en compte les liens familiaux étendus qui existent préalablement. C'est sur cette base solidaire que la politique migratoire peut devenir une politique migratoire viable et humaine au sein de l'Europe. Et ce que fait la Confédération aujourd'hui en interdisant aux villes solidaires qui avaient fait un appel, on a eu 13 villes dont Genève, Vernier, Berne ou Zurich, qui avaient fait un appel pour accueillir davantage de contingents de réfugiés. La Confédération leur avait répondu non, c'est nous qui gérons la politique d'asile. Il n'est pas possible pour les villes d'être davantage solidaires. Au lieu de ça, elles devraient laisser la possibilité aux villes d'exercer leur solidarité et leur responsabilité. Enfin, la Suisse devrait créer un délit pénal dans son corpus légal qui réprime les pushbacks pour garantir que dans le cadre des actions des contingents suisses au sein de l'agence Frontex, il n'y ait pas d'impunité. L'ouverture de nos frontières et de nos appartements qu'on voit aujourd'hui face à la fuite de millions de personnes suite à la guerre d'agression de la Russie en Ukraine est la preuve d'une chose, la solidarité est là et les personnes en Suisse sont prêtes à accueillir des personnes en fuite qui ont besoin de protection. Et c'est sur ce socle que nous pouvons construire une nouvelle politique migratoire en Suisse et en Europe. Ce référendum, c'est une occasion unique, c'est la seule fois où on a l'occasion de voter sur la question de Frontex. C'est une occasion unique d'appuyer des critiques qui sont déjà présentes au sein de l'Europe sur l'agence Frontex et de poser les bases d'un accueil responsable et humain. Et c'est pour ça que les Vertes et les Verts soutiennent ce référendum. On est heureux de participer à ce comité. Merci. Carlo, à toi la parole. Merci. Bonjour. Pour les socialistes, le droit d'asile n'est pas négociable. Ce n'est pas négociable, que ce soit d'ailleurs en Europe ou en Suisse. Et nous nous engageons pour cela. Notre nom à ce projet de Frontex, c'est un nom européen, c'est un nom solidaire et humanitaire, et c'est un nom pour la défense du droit d'asile. Aujourd'hui, il y a 84 millions de personnes qui sont sur les routes, qui fuient en fait leur résidence en raison de violences, en raison de guerre, de famine et d'autres événements. Il y a 21 millions de cette population qui en fait a quitté son propre pays, et ce n'est d'ailleurs qu'une minorité qui essaie de venir en Europe. Et elle se confronte effectivement aux frontières externes de l'Europe et au comportement de Frontex. Je ne reviendrai pas sur ce qui a déjà été dit et que nous partageons sur la violation des droits humains et des règles élémentaires auxquelles participe Frontex. Ce qui est aujourd'hui important, c'est de voir dans ce contexte que nous pouvons faire ici en Suisse et dans le débat politique. Il y a Frontex, qui est une agence qui existe en Europe et qui a été confirmée par la majorité du Parlement européen, mais le débat sur Frontex en Europe n'est pas fini. Ça a été rappelé tout à l'heure, 90 millions du budget de 2022 a été suspendu parce qu'il n'y a pas de réponse correcte en matière de respect des droits humains. Donc il nous appartient ici en Suisse également de pouvoir agir dans le même sens
avec les forces progressistes et les socialistes européens qui se battent sur la réforme de Frontex pour qu'il y ait un respect des droits humains et du droit d'asile. En Suisse, les accords bilatéraux ont toujours été accompagnés par des mesures d'accompagnement. Aujourd'hui, en matière d'accord avec l'espace Schengen et donc Frontex, il faut des mesures d'accompagnement suisses. Ces mesures d'accompagnement, c'est notamment ces couloirs humanitaires qui permettent d'accueillir des personnes dans le cadre de réinstallation, les resettlements. Il y avait une proposition au Parlement qui était soutenue par les socialistes d'avoir 4000, de passer de 800 à 4000 réinstallations par année, ce qui permet en fait de faire venir des personnes de pays de premier accueil pour ensuite les faire venir par avion ou par train en Suisse sans devoir passer par les affres de la route migratoire irrégulière ou par les traversées mortifères de la Méditerranée. Ce qui fait que cette possibilité aujourd'hui, ça doit être une mesure d'accompagnement, comme le pourrait l'être aussi la création d'un monitorage suisse de Frontex. C'est vrai qu'il existe un monitoring européen sur Frontex, simplement les rapports vont au Parlement européen et le débat en Suisse est toujours escamoté. Donc il est important que aussi le Parlement suisse puisse bénéficier de rapports de monitoring et qu'on puisse ensuite, comme Parlement, pouvoir faire des recommandations, comme le fait le Parlement européen, pour une amélioration de Frontex et dénoncer les violations des droits humains et du droit d'asile. Il y a, comme cela a été aussi évoqué, la nécessité de réouvrir les ambassades au défaut des demandes d'asile et des requêtes d'asile. Donc, on voit bien le problème aujourd'hui, contrairement à ce que la droite veut nous faire penser, ou que Mme Ferry-Keller nous essaie de dire, ce n'est pas un débat pour ou contre l'Europe, ce n'est pas un débat pour ou contre l'espace Schengen, c'est un débat de politique intérieure. Qu'est-ce que nous voulons comme politique intérieure des mesures d'accompagnement pour que le droit d'asile et les droits humains soient respectés dans le cadre de la mise en œuvre des mesures aux frontières externes de l'Europe. Alors, nous pouvons avoir un débat déjà sur cette question en mois de juin. Après le non sur le projet actuel, il y a une initiative parlementaire qui a été déposée par le Conseil aux États socialistes de Zurich, Daniel Josic, qui permet en fait déjà au mois de juin, avec une procédure urgente, de pouvoir de nouveau donner une réponse, ou en tout cas de pouvoir le donner au mois de septembre, voire s'il le faut encore et que la droite fait traîner au mois de décembre. Alors vous me direz, oui, mais ça fait du retard et on nous dit tout le temps qu'on va être exclu de l'espace Schengen et au détriment de la sécurité. J'aimerais juste souligner ici que la Suisse a déjà eu à de nombreuses reprises des retards dans la communication de la reprise des développements de l'acquis de Schengen. Et pas plus tard que la semaine passée, nous avons adopté une mesure qui consiste à transférer en main de Frontex la base de données d'images FADO sur les faux documents, et la notification ne pourra intervenir qu'après l'écoulement du délai référendaire, et ce sera donc au mois d'octobre, ce qui veut dire qu'on aura de toute façon du retard et il n'y a pas de menace d'exclusion. En 2017, la Suisse a notifié avec 3 ans et demi de retard la notification et l'acceptation de EULISA, qui est en fait une base de IT, donc de technologie de l'information pour la mise en place de la sécurité de l'espace intérieur européen. Et pourquoi on avait eu 3 ans et demi de retard? C'est parce que le Parlement avait renvoyé le message au Conseil fédéral, et le Conseil fédéral avait dû faire un nouveau message, et on a eu un nouveau débat au Parlement. Et pendant ces 3 ans et demi, il n'y a jamais eu de la part de l'Union européenne une quelconque menace de nous exclure de l'espace Schengen. Et donc, ici, le discours qui est fait est un discours anxiogène, mais qui ne correspond pas à la réalité, parce que l'Union européenne a besoin de la Suisse dans l'espace européen, et il n'y aura pas
donc de ce type d'exclusion. Au contraire, on fera comme dans le cadre de ce qui s'est passé avec la loi sur le CO2, on remettra le travail sur le métier et on recommencera avec un nouvel arrêté qui intègre cette fois-ci la dimension, c'est-à-dire humanitaire, la dimension de respect du droit d'asile et des droits fondamentaux, avec différentes mesures qui ont été évoquées tout à l'heure et que j'ai aussi mentionnées. Donc, c'est pour cela que le nom socialiste est un nom européen, puisque nous voulons maintenir notre lien avec l'Europe et les institutions européennes. C'est un nom qui est humanitaire, parce qu'on veut des couloirs humanitaires qui permettent de contourner cette barrière externe des mesures externes et de Frontex, et puis qu'on puisse faire vraiment valoir le droit d'asile, et pas qu'il soit pas piétiné par les pushbacks et les barbelés et les murs qui empêchent en fait les personnes venant de pays tiers, et j'espère que dans le cadre de la journée actuelle contre les discriminations raciales, on puisse admettre que le droit d'asile s'applique à tout le monde, quelle que soit la couleur, la religion et quelle que soit son origine. Merci. Merci Caro. Je te passe la parole à Alexandre. Je te laisse le soin aussi de te présenter de manière très succincte, peut-être plus complète. Florio, j'aurais le souhait de donner la parole à Mahamat, d'accord? Je ne l'ai pas dit, mais je préfère maintenant qu'une personne directement concernée par tout ce dont on parle puisse parler le premier. Je vais dire quelques mots sur lui, et puis ensuite c'est lui qui parlera. Mahamat Nour Ahmad est tchadien, il a 22 ans. Il est né au Tchad et en raison de son activisme là-bas, il a été arrêté, jeté en prison en 2019. Il s'en est enfui et il s'est rendu dans le sud de la Libye où il a rejoint la rébellion. Et il est aussi soigné, et on le prend aussi en charge là-bas. Par la suite, il se déplace vers le nord-est de la Libye et décide de se rendre en Europe pour demander l'asile. Il trouve un travail, gagne un peu d'argent, un ami le met en contact avec un passeur, et le 25 juillet de cette année-là, il monte dans un bateau. Oui, bonjour. Par la présentation, comme on dit, je m'appelle Moussa Ahmad Ali Mahmanou. Je suis monté depuis la Libye vers l'Europe le 25 juillet à partir de 21h comme ça. On a quitté depuis là-bas, on a fait toute la nuit dans la mer Méditerranée. En plus, on était un nombre de 78 personnes. La nuit a été passée bien, mais la journée, entre 12h et 11h, la météo a été commencée. Quand la météo il commence, les bâtons, si on veut ou on ne veut pas, on va les arrêter, les bâtons, pour qu'on calme un peu. On reste au milieu de la mer. Et si le météo est enlevé de côté suite, nous, on va dans les bateaux, nous, on va aller du côté gauche. Si le lot il frappe sur nous, nous, on va tourner de ce côté. Et si on voit les lots qui viennent de ce côté, nous, on va pousser de ce côté. Mais on était au nombre de 78. C'était trop difficile. Un de nous aussi, il est tombé dans la mer. On a réussi à lui récupérer. À partir de 12 heures comme ça, un hélicoptère il est venu et il nous a filmé aussi. Il a resté autour de nous, tel comme 5 ou 10 minutes. Après ça, il est parti. Mais nous, on a continué. On a continué toute la journée. On était arrivé à Lampedusa à partir de 2 heures du matin, le 27 juillet. Oui, à partir de 2 heures du matin. Quand on était arrivé à peu près de Lampedusa, nous ne connaissons pas ni la port là où les bateaux ils sont, ou bien nous ne savons pas même où nous partirons. Nous partirons pour descendre. Et on a une téléphone fixe pour appeler les autorités italiennes pour bien de nous récupérer, mais ça nous fait peur, quoi. Parce que ce n'était pas la première fois qu'il arrivait ces genres de pièges. À cause de ça, nous le savons aussi. Si on a appelé et
ils vont nous dire, attendez-vous de loin, comme là où vous êtes, et nous, on va venir de vous récupérer, mais ils vont appeler les autorités italiennes, les autorités libyennes pour venir de nous récupérer et de nous débarquer en Libye. C'était arrivé à un de mes amis en Libye, qu'on dort en même temps dans les mêmes cellules. Il a aussi essayé avant moi. Et quand ils sont arrivés à peu près de Lampedusa, ils voient la lumière de Lampedusa très loin. Leur carburant a été fini. Ils les ont appelés les Italiens. Et les Italiens, ils ont dit quoi? Oui, attendez, nous, on va venir pour vous récupérer. Mais ils sont restés plus de quelques heures. Et après ça, les autorités libyennes, ils sont venus et ils les ont arrêtés. Ils les ont encore débarqués en Libye. Quand ils sont débarqués en Libye, chacun et chacune d'eux, ils sont torturés. À mon ami, là, ils les ont aussi forcés pour parler à ses parents de payer une somme de $5,000 pour libérer les prisons. Et il a été libéré. Et je lui ai dit que pourquoi ça a été passé? Parce que les Italiens nous ont trahis. Et j'ai dit, si c'est comme ça, quel est le bénéfice de la Libye, des Libyens, pour quitter la Libye depuis Tripoli, pour arriver jusqu'à dans les frontières Italie, de vous récupérer, parce que les Italiens, ils sont aussi en train de payer pour les Libyens, pour qu'ils arrêtent les Libyens. Et pour nous, c'est vraiment, ça a été trop difficile. Entre le nombre de 78, on était deux, moi, je suis tchadien, et il y a un autre Soudanais, et les autres, ce sont des Bangladesh et les Arabes. Dans la journée de 26 aussi, la chaleur a été aussi trop. La chaleur aussi ça fait très chaud. En plus, le degré a été passé au maximum à 40 degrés. Pour moi, c'est l'habitude. Dans mon pays, les cas, c'est toujours comme ça. Même aujourd'hui, les degrés, c'est entre 46 et 45. Mais pour les Bangladesh, le pot a été brûlé. On a des nourritures à manger aussi, mais ça a été. Mais l'eau de la mer a entré dans nos bateaux. Et quand l'eau a entré dans notre bateau, nos nourritures a été déjà gâtée, parce que l'eau de la mer Méditerranée, c'était l'eau sel. Ouais. C'était l'eau sel. Nous n'avons pas de choses à manger. Avant, on a des pains, et en plus un peu de l'eau seulement. Et une seule bouteille, là, on va diviser entre une seule bouteille comme ça, exactement. On va diviser entre 15 personnes. Chacun doit juste goûter petit, chacun doit juste goûter petit. Et ça a été trop difficile. À mon avis, ce que j'ai vu, c'est 90%, c'est l'échec. La première chose, c'est on fait de la Libye pour nous arrêter. Et la deuxième chose, c'est le bâton, s'il a été gâté. Et la troisième chose, c'est si nous n'avons pas de moteur, c'est aussi un risque. Et la quatrième chose, c'est si nous n'avons pas de capitaines qui nous conduisent. Les capitaines aussi, ils sont des réfugiés comme nous. Mais en tout cas, si nous n'avons pas ça, c'était trop difficile. Mais dans la nuit, le jour que nous on a quitté la Libye, c'était le 25 juillet, et dans la nuit, il y a des gens qui sont en train de pleurer aussi. Nous, on ne se voit pas, mais dans la journée, je vois que certains gens ils ont commencé à vomir aussi, mais on les a interdits de vomir dans la mer, parce que s'ils sont vomis dans la mer, peut-être le poisson, ils vont prendre notre position, là où nous sommes exactement. Et à cause de ça, chacun doit vomir dedans. S'il y a quelqu'un qui a besoin de faire pipi aussi, il va faire dedans. Mais en tout cas, ça c'est une tragédie trop compliquée. Il veut une patience et aussi un peu de courage. La peur, pour moi, je n'avais pas d'autre choix parce que j'étais en prison et j'ai fait plus de 3 mois sans voir le soleil. J'ai dit, pour mourir là-bas, je vais essayer cette chance pour le voir.
Nous, on était arrivés depuis la Libye jusqu'à Lampedusa. Nous n'en sommes pas appelés les sauces méditerranéennes, ni les Italiens, parce que on essaie, et ça nous fait peur aussi, que les Italiens, ils vont nous trahir et ils les appellent les Libyens, de nous arrêter. Parce qu'ils sont en train de payer aux Libyens. Et les Libyens, ils vont faire ça. Mais ça, aucun bénéfice des Libyens, les Libyens, ils ne font pas ça. Quand on était arrivé à Lampedusa, la moitié de nous, leurs jambes même, ils ne peuvent pas mettre, leurs pieds, ils ne peuvent pas mettre sur la terre. Parce qu'on était tous comme ça. Si moi je suis là, et il est devant moi, entre mes deux pieds, et le troisième il était comme ça, et on était trop serré. Oui, et le bâton aussi, il est, son longueur il prend d'ici jusqu'à la fin là-bas. Et à cause de ça, quand on était descendu, il y a beaucoup de gens même qui n'arrivent pas même à remettre les pieds sur le terre. En tout cas, ce que je veux dire, c'est la chance qu'on a eue. Et sinon, c'est trop difficile. Ça, c'est sûr et certain. Nous n'avons pas même trouvé des sauces méditerranéennes parce que certaines sauces méditerranéennes, même, ils sont arrêtés par les autorités italiennes, telles comme Aquarius, ces jeux d'Océan Viking, Sea Watry, tout ça, ils sont arrêtés pour que de venir nous sauver dans la mer Méditerranée. Et je vous remercie. Si vous avez des questions, je suis prêt à vous répondre aussi en plus. En tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage. Merci, merci à vous aussi. Alexandre, tu veux compléter ou... Alors, quelques mots encore. Donc, au contact des personnes que nous rencontrons tout au long de l'année, tel Mahamat, dans notre lieu d'accueil, je suis aumônier au sein d'une aumônerie de défense du droit d'asile, une aumônerie auprès des requérants et des requérantes d'asile. Au nom des valeurs que je défends aussi comme croyant et comme théologien, le refus du système de défense des frontières Frontex est une évidence. J'aimerais dire d'emblée que je ne pense pas du tout me trouver seul, comme chrétien, à vivre cette indignation et à défendre ces valeurs, mais au contraire, je sais qu'elles sont partagées par de nombreuses communautés religieuses en Suisse et ailleurs, comme l'a montré à Genève récemment le rassemblement interreligieux pour la paix, célébré au début de ce mois au temple de la Madeleine. Aujourd'hui, il m'apparaît tout naturel aussi de me trouver aux côtés des nombreuses associations de la société civile pour la campagne du non à ce dispositif européen, militaire et répressif. Ce n'est pas la première fois et sûrement pas la dernière que la voix des consciences s'élèvera quand il est tellement manifeste que des droits humains fondamentaux sont continuellement bafoués aux frontières extérieures de l'Europe. Nous sommes aujourd'hui dans une situation en Europe où des millions de personnes cherchent un refuge, un abri, quand leurs maisons, leurs appartements, leurs écoles, leurs quartiers se sont transformés d'un moment à l'autre en un tas de décombres. Bien heureusement, un mouvement de solidarité européen s'est formé, permettant aussi à la Suisse de prendre sa part comme lieu sûr, provisoire ou plus durable pour les personnes qui ont tout perdu. Cette guerre en Ukraine réveille le sentiment d'une sorte d'indignation quand des femmes, des hommes et des enfants se retrouvent d'un jour à l'autre victimes d'une violence militaire aveugle et destructrice. Les médias relaient à foison les images des événements en Ukraine et il est évidemment heureux que le reste du monde connaisse les agissements criminels perpétrés et les détresses qui sont endurées là-bas. Mais malheureusement, et rien de ce que je dis ne réduit la gravité de ce qui arrive en Ukraine, malheureusement, tant d'autres situations ne sont pas vues. Tant de graves atteintes à la dignité humaine, tant d'atteintes au droit fondamental de chercher asile sont commises chaque jour, de chaque mois, de chaque année. Tant d'êtres humains s'écrasent contre les murs de la forteresse Europe. Tant de personnes tentent d'arriver dans ce qu'elles croyaient être un continent où les droits humains seraient respectés. Et les voilà repoussés, rejetés, arrêtés, parfois abattus sommairement, le long de ce parcours de combattants qu'elles mènent. La Bible est un livre où la fuite, l'exil, la migration constituent une sorte de norme. Rien de plus normal à ce que des gens, des familles, des clans
des peuples entiers même soient amenés à se déplacer d'un lieu à l'autre, poussés par les guerres, les famines, les raisons politiques ou les conflits familiaux. L'identité même du peuple hébreu, consacré par son alliance avec Dieu, est celle d'un peuple exilé qui reçoit des recommandations très claires à propos de l'attention à porter à l'émigré, qu'il s'agit de traiter, je cite, comme l'un des vôtres. Cet appel à s'engager pour les droits et la dignité de ceux et celles qui n'appartiennent pas au groupe dominant parcourt l'héritage biblique et les églises, quand elles ont agi selon ce principe éthique, ce qui ne fut bien sûr pas toujours le cas, ont su défendre les causes des migrants et des exilés. Aujourd'hui, dans la perspective du vote prévu le 15 mai prochain, un groupe de théologiens, de théologiennes, de pasteurs, de prêtres, de ministres, des églises de tout le pays s'est constitué pour défendre un non au soutien de la Suisse au système Frontex. Nombre de ces personnes participent également à une journée d'action nationale menée chaque année au mois de juin. Elle s'appelle « Les nommés par leur nom » et s'organise autour de la lecture publique des quelques 45 000 noms de personnes recensées depuis 1993 qui sont mortes sur les chemins de la migration en tentant d'arriver en Europe, que ce soit par la terre ou par la mer. Pour justement montrer qu'il ne s'agit pas que de chiffres, même s'ils sont terribles, mais de noms, de personnes, de vies humaines. Au nom de ce groupe, et en m'appuyant aussi sur l'appel des partis, des associations et des œuvres, dont l'Entraide protestante suisse, qui plaide pour la réintroduction du droit de déposer une demande d'asile dans les ambassades suisses, je demande que notre pays garantisse des voies légales et sûres pour les personnes exilées. Si tant de personnes meurent en cherchant un refuge en Europe, c'est qu'elles sont empêchées d'exercer leur droit fondamental à demander l'asile dans un pays européen. C'est parce que l'Europe préfère une réponse policière et militaire au mouvement migratoire. Et je ne peux m'empêcher de le dire, c'est parce que l'Europe a perdu son âme, celle d'un continent qui a vécu 2 guerres en un siècle et qui s'est perdu en chemin aujourd'hui, ne sachant plus offrir une protection aux personnes vulnérables quand elles appellent à l'aide, refusant de voir que c'est de ces terres même en Europe que tant d'émigrés sont partis, que tant d'entre eux ont dû fuir la pauvreté ou la violence. Refuser l'extension de Frontex, c'est refuser d'approuver un système injuste où les personnes cherchant refuge n'ont aucune chance d'être entendues. C'est refuser un système où la réalité de la migration est repoussée aussi loin que possible et comme niée dans une gestion administrative et sécuritaire qui est un outrage à l'humanité des personnes qui demandent protection et en même temps un outrage à la nôtre. Merci. Merci Alexandre. Je repasse la parole à Samson qui intervient là, plutôt au nom de son association. Merci beaucoup. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui sont dites dans les différentes interventions. Je te remercie, Ahmed, parce que ton témoignage soulève précisément le problème de ce Frontex, en fait, de cette agence qui est très paradoxale, parce qu'à la fois, on a l'Union européenne qui défend les droits humains, puis il y a des appareils, il y a des agences qui ne respectent pas du tout ça. Donc là, je parle, mais aussi au nom de l'Association suisse des médias érythréens, comme vous le savez toutes et tous, beaucoup d'Érythréens et Érythréennes, hélas, sont forcés à quitter leur pays et pour venir en Europe. La majorité passe par la Libye, ce qui signifie, donc, comme Ahmed a très bien expliqué, donc, ils sont obligés de passer par cette frontière de façon illégale. Donc, moi-même, j'ai dû traverser cette frontière-là. Et puis, effectivement, lorsqu'on tente de passer cette frontière, puis qu'on entend que l'Union européenne a une agence dans la mer Méditerranée qui essaie d'identifier ces bateaux-là pour les repousser vers les pays du Sud, je peux vous dire que c'est très décourageant et ça casse tous les espoirs, en fait, des Érythréens et Érythréennes qui ont simplement un état de droit où ils peuvent reconstruire leur vie. Donc, je ne vais pas répéter ce qui a été dit, mais c'est vrai que notre association soutient le référendum, soutient ce qui a été dit, donc c'est vraiment non Frontex, c'est aussi pour un meilleur accueil des réfugiés
en Suisse, y compris en Europe. Donc voilà, je ne veux pas dire davantage, mais tout ce discours qu'on entend aussi, donc, comme ça a été dit avant, si on refuse ce crédit supplémentaire à cette agence, il y a un risque de sortir de l'Union européenne, etc., des États Schengen. Là, je pense qu'il ne faut pas prendre ce discours de la droite comme je suis très sérieux, c'est une question politique. Mais à mon avis, je pense que je remercie les Verts et les Suisses qui sont assez engagés sur ça, et de ne pas avoir peur de ce discours de droite et puis d'appuyer ce référendum jusqu'au bout. Donc voilà, c'est pour ces raisons-là que l'Association suisse des médias érythréens, à travers ce qu'on a vécu en traversant ces frontières, et puis à travers les craintes qu'on a sur cette agence-là, on soutient clairement le référendum. Voilà. Merci. On va conclure ce tour de parole de la conférence de presse à Tobiac. On présentera les quelques initiatives déjà en chantier de notre comité référendaire. Merci Florio. Avec cette campagne, Florio l'a dit au début, on va au-delà du simple objet en rotation du crédit supplémentaire que la Suisse va appeler à verser pour l'agence Frontex. On peut, avec cette campagne, questionner la pratique d'accueil actuelle européenne et suisse aussi, et le rôle de cette agence Frontex. Ça a déjà été abondamment décrit, mais ce qu'on aimerait avec la campagne, c'est montrer concrètement par les expériences, par les pratiques qu'on retrouve, notamment les deux expériences que je vais brièvement présenter, c'est comment ça se passe en Grèce, à l'arrivée sur les îles, comme celle de Samos, et comment ça se passe aussi en Méditerranée, quand des migrants on peut faire appel à des organisations de militants pour les aider à être secourus en mer, mais aussi les pratiques de soutien humanitaire, soutien social que des ONG pratiquent, par exemple en Grèce, mais aussi encore, et là c'est un aspect aussi intéressant, des pratiques d'accueil solidaire qui sont développées notamment en Italie par à la fois les églises évangéliques vaudoises du Piémont italiennes et aussi des organisations catholiques comme la communauté de Saint-Égide. Ça, en corollaire avec les autres activités peut-être un peu plus classiques qu'on fera, donc les stands et la présence dans les lieux publics, manifestations au 1er mai, etc., etc. Mais je vais juste dire encore deux mots sur ces activités publiques, d'exemples, disons, de pratiques solidaires d'accueil. Les films qu'on présente, c'est un film, donc Samos sur Samos, cette île qui montre les visages de la frontière, c'est ça le titre du film. Et non seulement on verra quels sont les visages où c'est Frontex qui est à la frontière de ces îles, et on verra aussi les associations, et elles seront présentes par l'une des responsables de ces associations, Mary Lenker, qui est active en Grèce, non seulement sur les îles de Samos ou Sikios, et aussi à Athènes, une fois que une partie de ces réfugiés arrive jusqu'à Athènes. Et ça, c'est le film du 29 avril, alors que la soirée, c'est tout près, c'est dans une semaine et quelques jours, la conférence pratique solidaire d'accueil des migrantes en Italie, donc Frontex n'est pas une fatalité. On accueillera, d'une part, je l'ai déjà évoqué, Moussi Zeraï, qui est un prêtre catholique d'origine érythréenne, qui est cofondateur de cette
association de téléphone d'alarme au service des migrants qui se trouvent en mer, mais aussi Francesco Sciotto, qui est président de la diaconie vaudoise, donc des églises vaudoises du Piémont, qui justement avec la communauté de Sant'Egidio organise depuis en gros 2015, depuis la grande crise, soi-disant, oui, grande crise de migration due à la guerre en Syrie, organise des couloirs sécurisés, humanitaires, des arrivées sécurisées, donc organisées avec l'accord de l'État italien pour aller chercher des centaines et des centaines chaque année, même milliers, de réfugiés qui sont parqués dans des camps de réfugiés, par exemple au Liban, pour ce qui est de la Syrie, près de la Turquie aussi, toujours pour la crise en Syrie, mais aussi en Afrique du Nord et aussi plus bas, Somalie et Érythrée aussi. Et ce qui est intéressant, disons, d'un côté, ces églises organisent ces arrivées sécurisées par avion. Hein. On va les chercher et puis ils arrivent en Italie. Et non seulement il y a cette arrivée sécurisée, mais ensuite il y a tout un travail dans les régions, dans les villes, même dans les villages. J'ai pu constater ça, entre autres, dans ces vallées vaudoises du Piémont, d'accueil et d'intégration des migrants qui arrivent de cette manière-là. Voilà, vous avez une petite présentation de cette conférence. Ce qui ne figure pas ici dans la présentation, il y a quand même aussi un aspect lié de manière très proche avec Genève, de ces Vaudois du Piémont. Les Vaudois du Piémont, au XVIIe siècle, ont été chassés comme les Huguenots. Ils font partie de ces réfugiés qui ont fait de Genève la ville de refuge, comme ça figure encore sur la place du Mollard, sur la tour qui est au fond de la place du Mollard. Et c'est le refuge, ils font partie du refuge protestant, du deuxième refuge. En 1687, il y a des colonnes de centaines et de centaines de gens qui sont arrivés. C'est quelque chose qui a marqué l'histoire genevoise à cette époque. C'était 2 ans après la deuxième arrivée des Huguenots. Et c'est ces Vaudois du Piémont qui ont été entièrement chassés de leur vallée à côté de Turin par le duc de Savoie, allié à l'époque à Louis XIV. Et ils ont été chassés et il y a des descriptions de leur arrivée à Genève. C'est quelque chose c'est tout à fait dans le genre qu'on peut assister aujourd'hui à Lampedusa ou ailleurs. C'est extrêmement touchant. Et ce qu'il y a de particulier avec les Vaudois du Piémont, c'est que au bout de 3-4 ans, ils ont réussi, ou même pas, ils ont réussi, la conjoncture internationale aidant, à l'époque, ils ont réussi à rentrer dans leur vallée où ils se trouvent toujours. C'est une toute petite minorité italienne, protestante en Italie. Et ce qui est significatif et marquant, c'est que cette communauté est c'est la cheville ouvrière de l'accueil solidaire et ouvert pour notre politique de migration en Italie avec leurs collègues des églises catholiques qui œuvrent ça. C'est quelque chose de touchant. Moi, j'ai eu l'occasion de visiter ces vallées. Torre Pellice, c'est la capitale, disons, des Vaudois du Piémont. Et cette intégration des migrants aujourd'hui, c'est quelque chose de visible dans le paysage urbain de ces villes, de ces petites villes et de ce village. On rencontre des migrants et c'est incroyable la manière que c'est vraiment quelque chose qui a à voir avec leur histoire, leur identité de ces Vaudois du Piémont. Mais ça montre que c'est un exemple de pratiques alternatives possibles. Il y a des alternatives à la politique migratoire
dont Frontex est le bras armé, qui sont possibles et il s'agit de le montrer. Je pense que c'est vraiment une occasion, une bonne occasion dans cette campagne de montrer que justement Frontex n'est pas une fatalité. Voilà. Merci. Peut-être avant de vous passer la parole, là, s'il y a des questions aussi, merci à tous les intervenants de cette conférence de presse. Merci aussi à Sophie qui a concocté le dossier, à Loïc qui a contribué grandement à rendre possible cette information écrite avant la conférence de presse. Maintenant, voilà, je vous donne la parole si vous avez des questions à l'un ou l'autre des intervenants. Moi j'ai peut-être une question. Oui, pardon, Marc Ramfer, je suis journaliste à la Tribune de Genève. Vous dites que c'est un peu un combat européen, que c'est le seul endroit où on a le droit de. Enfin, où il va avoir la possibilité de voter sur ça, etc. Vous avez des soutiens concrets de nos partenaires Oui. Alors, très concrètement, les Verts et les Verts en Europe et aussi, le Parti socialiste en Europe s'engagent au sein du Parlement européen exactement dans la même direction. Et le Parlement européen a mené, de ses commissions a mené une enquête qui a conduit notamment à suspendre une partie du budget, comme ça a été dit, avec des ultimatums sur des réformes de Frontex, notamment la présence d'observateurs des droits humains présents. Donc oui, ça s'inscrit, et je pense que c'est là où il faut avoir ça vraiment clairement en tête, ça s'inscrit dans une revendication européenne, partagée non seulement voilà, par des forces vertes socialistes, mais aussi qui a été soutenue par le Parlement européen lui-même. Donc ça fait écho à des préoccupations en matière de violation des droits humains qui sont présentes au sein du Parlement européen. Et à ce titre, le rôle que va jouer cette votation en Suisse peut vraiment être un levier pour appuyer des revendications en matière de droits humains au-delà de la Suisse. Et c'est pour ça que c'est particulièrement manipulatoire de dire qu'on est en train de remettre en question notre participation à Schengen, parce que d'abord ça a été présenté par Carlo sur les délais et les possibilités d'intervenir différemment, mais en plus on s'inscrit dans un contexte où on relaie des préoccupations européennes. Et on n'est pas du tout dans la même situation que dans d'autres votations sur ce sujet. Et je voulais encore juste ajouter une dernière chose, qui n'a pas du tout été évoquée. C'est aussi représenté au conseil d'administration de Frontex, et dans une représentation absolument non transparente, parce qu'on a l'impression que c'est en dehors de nous. Non, on est dans l'institution, et il y a aussi une revendication de notre part très claire que on réoriente totalement, d'abord qu'on rende transparente, mais qu'on réoriente aussi notre action au sein de Frontex pour cibler sur justement cette capacité d'accueil et de respect des droits humains et de secours qui doit être apporté notamment en Méditerranée, mais aussi ailleurs. Bon, je veux simplement dire qu'effectivement, les socialistes européens du groupe parlementaire SD, les socialistes et les démocrates, se battent depuis longtemps avec les Verts et ensuite avec aussi d'autres forces progressistes pour qu'il y ait des modifications dans Frontex. Une majorité du Parlement a été acquise il y a quelques années à l'introduction justement de l'officier des droits humains au sein de Frontex, parce que déjà il avait été vu qu'il y avait un problème. Aujourd'hui, le Parlement européen, en majorité, suspend une partie de la contribution pour le budget 2022 parce que la mise en place de cette dimension de respect des droits humains n'est pas suffisante, le dispositif n'est pas suffisant. C'était dit par Lisa Mazzone, c'est clair que la condition, c'est qu'il y ait une modification de la manière d'agir et la question du respect des droits humains. Donc, ce qui a été dit, c'est parfaitement juste. Aujourd'hui, le combat qui est mené en Suisse par l'ensemble des forces qui disent non à Frontex, c'est le même combat qui est mené à Bruxelles. Il s'exprime chez nous de manière un tout petit peu différente, puisqu'on n'est pas membre du Parlement, mais on est dans cette relation d'association. Et donc, notre message, en cas de non, il va être extrêmement fort, je veux dire, à travers les
l'ensemble des pays européens et auprès des parlementaires qui se mobilisent sur ces questions de respect des droits humains par Frontex. Mais ça veut dire aussi qu'avec le nom, il faut se remettre tout de suite au travail, avec la revendication qui a été exprimée tout au long de cette campagne de collecte aussi des signatures, qui est le respect du droit d'asile, le respect